les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OTAN seront donc restés de 2001 à 2021 pendant 20 ans en Afghanistan. Pendant ces 20 années, qu'ont-ils fait? Ils ont dépensé en gros 1400 milliards de dollars, dont environ 1218, 1220 milliards de dollars rien que pour les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire plus de 85%. Le reste étant partagé, si j'ose dire, entre le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la France. La France a dépensé quand même, au cours de ces 20 ans, quelque chose comme 3,5 milliards de dollars. Ce qui, par rapport aux sommes colossales dépensées par les Américains, n'est pas grand-chose, mais ce qui, au regard du budget de la France, est quand même beaucoup, surtout compte tenu du résultat que nous avons obtenu collectivement. Puisque lorsque les Américains et l'OTAN viennent d'être battus, le désastre est total. L'indice de développement humain, qui était tombé à la 162e place à cause des talibans, a encore chuté. L'Afghanistan est tombé à la 169e ou 170e place en 20 ans. Est-ce que l'on peut imaginer ce que ça signifie que des Occidentaux qui dépensent 1400 milliards de dollars arrivent à ce tour de force, que le pays qui est passé entre-temps de 15 millions à une quarantaine de millions d'habitants, que ce pays se soit encore effondré dans le classement du développement humain. Au même moment, la corruption a atteint des records inimaginables. On l'a vu d'ailleurs puisque l'ancien président d'Afghanistan, Ashraf Ghani, s'est enfui aux Émirats arabes unis avec environ quelque chose, dit-on, comme 169 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près 313 000 fois le revenu moyen par an et par habitant de chaque Afghan. Voilà quels sont les représentants de l'Occident. Par ailleurs, les Occidentaux ont déversé des bombes, ont commis des crimes de guerre, ont tué ici ou là, face d'ailleurs à des Afghans qui eux-mêmes se battaient et qui eux-mêmes ont tué des soldats américains, anglais, français. Nous avons, quant à nous, à déplorer 90 soldats français qui sont morts et 700 blessés. Et tout ça pour arriver à quoi? Pour arriver à cette situation où l'on s'en va, parce que les États-Unis d'Amérique l'ont décidé, sans en parler d'ailleurs à leurs alliés de l'OTAN, parce que les États-Unis d'Amérique ont décidé ça dans les années en 2020. Ils se sont rencontrés entre Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, et le Mollah Badara. Ils se sont rencontrés à Doha, capitale du Qatar, en février 2020, et les États-Unis d'Amérique ont dit tout simplement qu'ils allaient s'en aller. On reste absolument confondu d'ailleurs de la façon dont tout ceci s'est déroulé. Puisque que les Américains veuillent s'en aller au bout de 20 ans, ça peut se comprendre puisqu'ils n'arrivaient à rien. Puisqu'il faut quand même le souligner, si les talibans reviennent au pouvoir, c'est quand même qu'ils sont beaucoup plus populaires profondément dans le peuple afghan que les puissances occupantes. Sinon, ils ne seraient jamais revenus au pouvoir. Ça, c'est une faute de raisonnement qui est tenue par les dirigeants occidentaux et les médias, où on veut nous faire croire que les talibans seraient une espèce de puissance extraordinaire qui serait arrivée au pouvoir contre la volonté du peuple afghan. Non. 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 Il en est de l'Afghanistan, comme du Cambodge en 1975 avec les Khmers rouges, comme des Viet Cong en 1975 au Vietnam, comme les révolutionnaires castristes à Cuba, c'est-à-dire comme la victoire de Mao Tse-tung en 1949. Il en est de ça comme de partout ailleurs. Les peuples, quand ils veulent récupérer leur dignité, leur souveraineté, leur indépendance, se mettent derrière ceux qui se battent pour cela, même si ce sont des fous furieux ou des criminels atroces, comme ça a fait le cas des Khmers rouges ou comme ça a pu être le cas des talibans dans les années 79. La réalité, c'est qu'au lieu de faire se développer l'Afghanistan pendant 20 ans, les Occidentaux l'ont couvert de bombes. Eh bien, je vais vous dire un secret, qui est une évidence si on y réfléchit. On ne se fait pas aimer par un peuple en le bombardant. On ne se fait pas aimer par un peuple en lui imposant une armée qui est là pour tuer, pour surveiller, pour imposer des dirigeants qui, par ailleurs,
sont corrompus jusqu'à l'os. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur le voyage de Pompidou en mai 1968 en Afghanistan. À l'époque, la France était populaire en Afghanistan. À l'époque, l'Afghanistan, suivant son chemin, bien sûr, c'est un pays qui est resté pendant des siècles à l'écart de la modernité. Mais suivant son chemin, cas un cas, c'était un pays qui était dirigé par une dynastie bonasse, en définitive, et un gouvernement qui faisait progresser les idées de laïcité et qui s'inspirait de la France. Maintenant, la France, malheureusement, ligotée par l'OTAN, est devenue le supplétif des Américains qui, il faut quand même le reconnaître, depuis des décennies entières, partout où ils interviennent, laissent un désastre. Les Américains arrivent à faire haïr le monde occidental partout où ils passent, que ce soit au Vietnam, au Cambodge, à Cuba, en Syrie, en Somalie, au Soudan, en Libye, maintenant en Afghanistan, en Irak, et j'en passe. Partout, les Américains sont chassés dans un contexte déplorable. Ce qui est nouveau, c'est que les États-Unis sont actuellement, et depuis maintenant un certain nombre d'années, entrés dans une phase de grande décadence. Et que la France, au lieu d'être elle-même, au lieu d'être cette puissance rayonnante, indépendante et souveraine, et notamment souveraine et indépendante de l'OTAN, la France, désormais, porte la parole des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire de la puissance en plein déclin. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, les Américains n'ont même pas été fichus de prévoir que tout allait s'effondrer en quelques jours. Ça veut dire qu'ils ont laissé notamment du matériel considérable, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de fusils d'assaut, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'armements, je crois plus de 16 000 lunettes infrarouges pour attaquer la nuit. Ils ont laissé à la disposition des talibans tout un système extraordinairement performant de reconnaissance biométrique des Afghans. C'est-à-dire que les talibans vont maintenant avoir à leur disposition une base de données phénoménale où ils vont pouvoir aller chercher tous ceux qui ont pu aider à un moment ou à un autre les Américains. Est-ce que l'on peut imaginer le degré de décrépitude, de je m'en foutisme que peut avoir l'armée américaine pour faire des choses pareilles? Voilà à quel camp nous appartenons. Au même moment, les Russes, et plus encore les Chinois et les Iraniens, sont restés d'une grande prudence. Ne sont pas intervenus. Les Russes n'allaient pas intervenir de nouveau. Ils sont restés d'une grande prudence et ils ont appliqué ce stratagème chinois, un des 36 stratagèmes, qui consiste à, je cite, « regarder l'incendie depuis la rive d'en face ». Les Chinois en particulier regardent l'incendie depuis la rive d'en face. Et depuis que les talibans se sont rapprochés puis ont pris le pouvoir à Kaboul, les autorités chinoises ont montré leur habileté. Le ministre des Affaires étrangères chinois, M. Wang Qiyang, a reçu le mollah Baradar. Et il l'a reçu pourquoi? D'abord parce que l'Afghanistan est à la frontière quasiment de la Chine. Deuxièmement, parce que les Chinois savent que l'Afghanistan, même si c'est un des pays les plus pauvres de la planète, est un des pays dont le sous-sol minier est l'un des plus riches qui soit. C'est connu depuis l'époque des pharaons, puisque, vous le savez peut-être, l'Afghanistan est le pays par excellence. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits au monde, un petit peu au Brésil, je crois, mais c'est le pays avec les mines les plus riches de cette pierre semi-précieuse qui s'appelle le lapis lazuli, de couleur bleue avec des incrustations de pyrite à l'intérieur. Et ce lapis lazuli, on le trouve dans le masque d'or de Toutankhamon de la 18e dynastie pharaonique, c'est-à-dire en moins 1800 avant Jésus-Christ. Ce qui prouve que déjà, en moins 1800 avant Jésus-Christ, il y avait des échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Afghanistan dans les mines de Badakhshan, qui sont à l'est de l'Afghanistan, pour avoir cette matière précieuse qui était
le lapis lazuli, qui était d'ailleurs aussi importé en Occident à la Renaissance, puisqu'on le broyait et ça donnait la couleur bleue, la pigmentation bleue sur les tableaux de la Renaissance italienne. Et comme c'était une couleur extraordinairement chère, que l'on ne trouve pas dans la nature, c'était réservé au manteau de la Vierge. Il n'y a pas que le lapis lazuli, il y a aussi de l'or, du fer, etc. Mais il y a aussi l'une des matières les plus importantes, les plus stratégiques pour le XXIe siècle, qui est le lithium. On a appelé l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, du lithium. Pourquoi ça? Parce que le lithium, on en trouve en Bolivie, mais le lithium est un élément absolument fondamental pour faire les batteries électriques du XXIe siècle. Or, il se trouve qu'il y a, selon les estimations, il y aurait pour 1000 milliards de dollars de réserves de lithium dans le sol Afghanistan, un minéral très rare à trouver ailleurs. Les Chinois, qui ont à l'esprit le développement économique, technologique, la fabrication de batteries, qui voient le XXIe siècle, les Chinois, eux, jouent le long terme. Ils ont regardé les États-Unis et l'OTAN s'effondrer en Afghanistan, avoir un raisonnement de court terme, vouloir imposer un régime par la force et les bombardements. Et maintenant que la queue basse, les Occidentaux repartent gros gens comme devant, eh bien les Chinois arrivent et proposent leur aide. Ils vont d'ailleurs proposer certainement dans les années, les mois et les années qui viennent à l'Afghanistan de se joindre à ce grand projet des routes de la soie, ce qui sera finalement boucler une histoire bimillénaire, puisque déjà, à l'époque d'Alexandre le Grand et de l'Empire romain successeur, les routes de la soie qui reliaient l'Empire romain à l'empire de la dynastie Han, de l'empereur Qin Shi Huangdi, passaient justement, notamment par l'Afghanistan. Je conclurai cette grande affaire en attirant votre attention sur l'extraordinaire nullité du personnel politique français actuel. Si la France avait un véritable chef d'État depuis des années, la France serait sortie de l'OTAN. C'est ce que je dis depuis 14 ans que j'ai créé l'UPR. La France étant sortie de l'OTAN, nous ne serions jamais intervenus en Afghanistan. Nous aurions fait ce que font les Chinois. C'est-à-dire, nous aurions contemplé l'incendie puis la rive d'en face. Et maintenant que tout s'effondre, maintenant que les talibans, qui semblent quand même, on va voir la suite, il faut s'en méfier bien sûr, mais ils semblent quand même avoir compris un petit peu l'histoire. Ils n'ont pas forcément envie de voir l'Afghanistan s'effondrer encore un peu davantage. Ce ne sont d'ailleurs pas les mêmes dirigeants qu'il y a 20 ans. Ils sont également conseillés par l'émir du Qatar dans ces affaires. Eh bien, si la France était la France, elle pourrait apparaître, n'ayant pas participé à ces 20 ans d'occupation militaire, elle pourrait apparaître comme un autre Occident. Elle pourrait réapparaître comme ce qu'elle apparaissait du temps de Charles de Gaulle, comme une puissance étant là pour promouvoir la justice, l'indépendance, la liberté, l'égalité entre les peuples du monde. C'est ça que la France pourrait promouvoir, et de ce point de vue, la France pourrait apparaître comme un modèle. La France pourrait accueillir des jeunes Afghans dans son système éducatif. La France pourrait, mais par l'influence, par le caractère agréable de sa proposition, la France pourrait apparaître comme un modèle de modernité. Pourquoi est-ce que l'Afghanistan risque de s'enfoncer de nouveau dans une forme de rigorisme et d'obscurantisme? Justement parce que la France n'existe plus. Et ce qui est dramatique, c'est que je ne vois nulle part un responsable politique, parmi ceux dont on parle pour l'élection présidentielle, à part moi, je n'en vois aucun qui soit capable de comprendre ce qui se passe en Afghanistan et qui soit capable de sortir du discours des médias qui se focalisent sur le sort des femmes afghanes. Bien sûr, je suis comme tout le monde. Je suis désolé pour les femmes afghanes et pour les jeunes filles afghanes, mais aussi d'ailleurs pour les jeunes garçons et pour les hommes afghans qui n'ont pas tous envie de vivre sous la charia, quoique ce soit un pays qui, d'après le Pew Institute, qui est un organisme
anglais, montre que les partisans de la charia en Afghanistan sont très 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 largement majoritaires, plus de 90%. Mais je ne vois pas de responsables politiques français qui comprennent et qui tirent la substantifique moelle des enseignements de cette affaire, de ce désastre. J'en suis d'autant plus scandalisé que je vois ce qui se passe au Royaume-Uni en ce moment. Il y a eu un débat au Parlement de Westminster tout à fait extraordinaire, voici il y a 48 heures, où une partie de la majorité qui soutient Boris Johnson, à commencer par Theresa May, a reproché au gouvernement britannique d'être pieds et poings liés devant Washington et l'OTAN. Ce sont des dirigeants britanniques qui tiennent au Parlement britannique des propos qui seraient sortis de la bouche de Charles de Gaulle. Un député conservateur britannique a dit « Est-ce que oui ou non, le Royaume-Uni a une politique étrangère fixée à Londres ou fixée à Washington ?» Madame Theresa May a ressorti le slogan du Brexit qui parle de Global Britain, c'est-à-dire d'un Royaume-Uni global, c'est-à-dire mondial, qui est seul, souverain, indépendant, qui mène lui-même sa propre barque dans le monde. Madame Theresa May a reproché à Boris Johnson de dire « Mais où est Global Britain lorsque nous voyons que nous sommes finalement même pas considérés par les États-Unis et dans les rues de Kaboul, on s'enfuit parce que les États-Unis s'enfuient ». La conséquence numéro 1 des événements d'Afghanistan devrait être que la classe politique française et dans les médias français, un grand débat s'ouvre sur oui ou non, est-ce que la France doit rester membre de l'OTAN ? Je rappelle au passage que l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et même les gens les plus nuls en géographie commun doivent savoir que l'Afghanistan, qui est un pays enclavé, n'est pas riverain de l'Atlantique Nord. Ça veut dire que l'OTAN n'est plus cette organisation qui est créée en 1949 pour faire contrepoids à l'influence soviétique. L'OTAN est devenue désormais une espèce de police mondiale, même pas au service de la Maison-Blanche, puisque ce que l'on a vu, c'est que le président Biden, qui est au seuil de la sénilité, qui dit une chose qui est désavouée ensuite le lendemain par ses propres services, le président Biden, en fait, est une espèce de bouchon sur l'océan. En réalité, c'est un État profond. C'est le complexe militaro-industriel qui s'est gavé sur les 1000 et quelques milliards de dollars versés par les États-Unis d'Amérique. C'est essentiellement les marchands de canons qui se sont gavés sur cette histoire. Eh bien, je dis que normalement, si la France était la France, si les médias acceptaient qu'il y ait des vrais débats de fond sur tout ce qui est important, nous devrions avoir un grand débat national sur notre appartenance à l'OTAN. Les Britanniques viennent de découvrir ce que je ne cesse de dire depuis 14 ans, c'est que l'OTAN est la face militaire de la même médaille d'asservissement à l'impérialisme américain que l'Union européenne qui en est la face civile. Et les Britanniques ont voulu récupérer leur souveraineté et leur indépendance nationale en quittant l'Union européenne. Ils découvrent maintenant que pour que le Royaume-Uni soit ce qu'il a toujours été dans son histoire, un pays souverain et indépendant, il leur faut maintenant probablement sortir de l'OTAN. Ce débat a-t-il lieu dans les grands médias ? Non. Connaissez-vous, parmi ceux que l'on nous présente comme étant de potentiels successeurs d'Emmanuel Macron, connaissez-vous quelqu'un qui ait ce type de réflexion ? Non. Je suis désolé de le dire, mais que ce soit Madame Le Pen, que ce soit M. Xavier Bertrand, Madame Pécresse, que ce soit M. Jadot, que ce soit M. Piolle, que ce soit M. Mélenchon, que ce soit Madame Arthaud, je ne connais aucun prétendant à l'élection présidentielle qui ait tout simplement la capacité à être chef d'État de la République française en des moments aussi dramatiques. Je vous suggère de faire circuler cette vidéo partout, parce que le grand débat qui va avoir lieu en 2022, il est fondamental pour la survie de la République française, pour la survie de la France. Est-ce que oui ou non les Français vont accepter qu'on leur impose un choix entre des personnes qui ne sont tout simplement pas au niveau
d'être chef d'État de la France. Vive la République et vive la France.